des sujets d'innovation liés au paiement. Mon nom est Laurent de Bernède. Enchanté, merci pour votre temps, pour votre présence. On va démarrer dans quelques instants. Je laisse un petit peu de temps à l'audience pour arriver. Et puis, on va entamer ce webinaire qui va durer 3/4 d'heure, 45 minutes, avec un peu de temps pour des questions et des réponses. Si vous avez des questions particulières, je pourrai les adresser en fin de webinaire. Donc, à nouveau, merci pour votre présence. Un petit rappel pour ceux qui sont là pour la première fois. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton qui s'est situé en haut de l'écran au milieu. Cliquez ici, prendre rendez-vous. Et vous avez aussi le lien qui est dans le chat sur lequel vous pouvez cliquer pour prendre un rendez-vous directement avec moi si certains des sujets que je vais présenter vous correspondent à vos besoins et si vous pensez que je peux vous aider à adresser certaines de ces questions. Donc, vous cliquez en haut sur le bouton rouge ou dans le chat pour prendre rendez-vous dans mon agenda, un rendez-vous de 30 minutes qui nous permettra d'aborder avec vous en détail les sujets qui vous intriguent, qui vous interpellent et les enjeux auxquels vous êtes confrontés pour voir si je peux vous aider. On va démarrer, donc voilà, la salle se remplit. Je vous invite aussi à me faire part dans le chat des projets sur lesquels vous travaillez, si vous avez des projets d'intégration de services de paiement ou des projets de transformation digitale plus ou moins liés à des services financiers, que ce soit du financement, du paiement, du scoring pour le crédit, de la lutte contre la fraude. Vous avez beaucoup de sujets sur lesquels je travaille en permanence avec mes clients. Je commence, on va démarrer tout de suite, puisque la salle, ça y est, commence à bien se remplir. Je dirige Azuli, un cabinet de conseil, une boutique spécialisée dans tout ce qui est transformation digitale, liée aux services financiers, à l'intégration de services de paiement ou à la mise en œuvre de solutions innovantes dans le financement B2B ou B2C. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille exclusivement sur des sujets de fintech pour des banques, des assureurs, des plateformes SaaS, des éditeurs de logiciels, des gros corporates et des startups aussi, bien entendu, bien qu'elles sont un petit peu à la peine là depuis fin 2022 en termes de financement. Elles restent très innovantes et ça fait partie de ma clientèle. Je suis fortement impliqué dans le pôle Finance Innovation, dans le groupe Banque Assurance pour la labellisation des fintech avec un label d'excellence en tant qu'expert ou en tant que membre du comité. Je suis proche aussi, très proche de France FinTech et donc à ce titre-là, je travaille avec de nombreuses fintech, soit pour de la veille, pour bien connaître leurs propositions de valeur et leurs offres et pouvoir les proposer à mes clients, soit directement pour travailler avec elles si elles ont des besoins. Donc, je baigne dans l'écosystème fintech français et puis un petit peu à l'étranger aussi, en Belgique, au Luxembourg. Voilà pour mon activité. Je travaille avec de nombreux aussi consultants indépendants qui, comme moi, sont des experts de leur sujet, sur des sujets produits. Donc, ça peut être des couches basses liées à des moyens de paiement, à de la monétique, ou ça peut être aussi des sujets de lutte contre la fraude, de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, etc., de la mise en place de processus divers et variés, de la conduite du changement. Donc tout ça sont des experts qui vont pouvoir, avec lesquels je monte des équipes pour accompagner mes clients. Sans plus attendre, on rentre un peu dans le vif du sujet et donc les entreprises en 2023, mais aussi maintenant en 2024, sont confrontées à 3 enjeux majeurs. Les entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur d'activité, aujourd'hui ont un enjeu d'amélioration de l'expérience client qui est très fort, qui est de plus en plus fort, qui est dicté par
par leur marché, par leur clientèle et par la concurrence aussi, où maintenant, eh bien, les parcours doivent être de plus en plus digitaux, de la souscription jusqu'au service client, avec de plus en plus de ce qu'on appelle le self-care, c'est-à-dire la possibilité pour un client de résoudre certains problèmes euh, ou de préparer l'offre à laquelle il souhaite adhérer ou les services auxquels il souhaite avoir accès de façon autonome. Autonome à travers des parcours digitaux de plus en plus complexes, sophistiqués, puissants et de plus en plus personnalisés. Donc ça, vraiment, la transformation digitale des entreprises est de plus en plus forte, de plus en plus rapide. Et puis, les clients sont de plus en plus exigeants sur ces sujets. Donc c'est un gros enjeu. Il faut bien entendu que ça aille vite, que ça marche bien. Il y a des réductions de temps de traitement qui sont importants aussi à opérer. Et là, les nouvelles technologies de plus en plus puissantes permettent de faire ça, notamment avec l'intelligence artificielle, de mieux en mieux. Il y a beaucoup d'automatisation aussi qui doit être mise en place, justement pour accélérer les temps de traitement, et puis pour permettre des parcours de plus en plus automatisés. Donc ça, c'est très important si vous voulez rester dans la course, dans votre secteur d'activité, eh bien l'amélioration de l'expérience client à travers plus de services, des services plus rapides, des services plus automatiques et en toute autonomie pour les clients. C'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses à faire, et notamment avec les services de paiement. On va voir ça. Il est très important aussi pour les entreprises de pouvoir se différencier par leur offre en proposant de nouvelles solutions, en proposant de nouveaux produits, en personnalisant les solutions et les produits de plus en plus aux besoins des clients et à leurs envies au moment où ils en ont besoin et envie. Donc la notion de personnalisation aussi, elle intervient dans le temps, c'est primordial. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se différencient par l'offre, mais à travers des partenariats soit de distribution, soit pour enrichir leur proposition de valeur avec des nouveaux produits. Et donc là, on voit des partenariats forts qui commencent par des partenariats, puis après qui peuvent se transformer en acquisition pure. Je pense notamment à une néobanque pour les professionnels qui s'appelle Conto, qui vient d'acheter un acteur de la pré-comptabilité qui s'appelle Regat. Voilà, je pense aussi à des acteurs. Bon, ça arrive constamment. Il y a beaucoup, beaucoup de consolidation dans notre secteur d'activité des fintechs aujourd'hui. Et puis, les entreprises doivent aussi se réinventer. Elles doivent proposer des nouveaux modèles opérationnels en interne à leurs salariés, optimiser leurs ressources. On voit que certaines d'entre elles sont sous pression. Il y a des secteurs d'activité qui sont sous une énorme pression. Je pense notamment à l'assurance, avec des sinistres de plus en plus importants, de plus en plus fréquents liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles, aux pandémies. Et donc, une grosse pression sur les marges et sur l'optimisation des processus internes. Donc, il y a non seulement l'optimisation des processus, on a vu les besoins d'automatisation pour les parcours clients, mais il y a aussi une guerre des talents très, très importante, justement sur des talents techniques, des développeurs, mais pas que, hein, des talents dans l'intelligence artificielle et puis dans plein d'autres domaines, dans le marketing digital, où là, les entreprises doivent rester attractives, proposer des outils à leurs salariés de façon à pouvoir les attirer et les fidéliser. Voilà, il y a tous les sujets de développement durable, de ESG qui sont très importants, qui imposent aux entreprises une transformation. Voilà les gros enjeux auxquels on est confronté. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que les services de paiement peuvent justement vous permettre d'intervenir efficacement sur ces trois enjeux, sur ces trois sujets majeurs. Aujourd'hui, donc, on vient de le voir, hein, les entreprises, elles sont vouées à innover, à se transformer, à se réinventer, à étoffer leur offre. Et le paiement sert justement à ça. Donc là, on va voir
pourquoi intégrer les services de paiement, avec un petit peu une contextualisation, un rappel du cadre, un rappel de l'opportunité que ça représente. Ensuite, quels services de paiement et pourquoi faire, hein, comment les utiliser. Donc, on va passer en revue les différents services, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, quels sont les bénéfices attendus, et puis voir quelques cas d'usage précis et concrets qui peut-être vous parleront et vous permettront de vous projeter, d'imaginer ce que vous pourriez faire en intégrant les services de paiement. On va voir aussi comment bien, que proposent les différents prestataires, quelles sont un petit peu les différences entre eux, et puis quel type d'accompagnement rechercher pour faire une bonne sélection du bon prestataire. On verra ça aussi dans les bonnes pratiques, hein, avec comment bien choisir, pourquoi, et puis comment je peux vous accompagner. On verra aussi un planning type et un budget type aussi pour que vous ayez une idée de ce que ça représente de se lancer dans un tel projet. On attaque tout de suite avec le premier chapitre. Pourquoi intégrer du paiement? Eh bien, c'est justement pour répondre aux enjeux dont j'ai parlé plus haut, répondre aux enjeux d'amélioration de l'expérience client. Donc, le paiement va vous permettre d'être payé ou de payer plus facilement. Donc ça améliore énormément l'expérience client, l'expérience fournisseur, l'expérience partenaire, l'expérience apporteur d'affaires aussi, puisque à partir du moment où vous payez plus rapidement, eh bien, les gens sont plus contents. Et quand vous encaissez plus rapidement, ça améliore énormément votre trésorerie et tout le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, forcément, ça vous permet d'investir plus aussi sur vos expériences clients. Payer sans passer par la banque, c'est tout le sujet de l'intégration de services de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'envoyer des fichiers à la banque, travailler avec une API pour envoyer des données de paiement à la banque et en recevoir d'autres, eh bien, vous allez intégrer les services de paiement directement dans votre système d'information. Vous allez donc permettre à vos salariés de processer, de demander, de donner des ordres de paiement, de vérifier des paiements, des- de demander des paiements avec des workflows de validation en fonction d'un grand nombre de critères et de moteurs de règles. Donc, vous allez pouvoir intégrer la banque qui va rentrer dans vos processus internes et dans vos outils, dans vos back-office, pour pouvoir effectuer plus efficacement ces opérations d'encaissement et de décaissement. Tout ça, ça vous permet d'avoir un suivi en temps réel de tout ce qui se passe, des paiements sortants et entrants, et bien entendu de mieux gérer votre entreprise et d'automatiser un grand nombre de processus. Ça vous permet aussi, comme on a vu, de répondre à l'enjeu de différenciation par l'offre. Et donc là, il y a pas mal de moyens. Si vous décidez d'intégrer des cartes de paiement dans votre offre et de les proposer à des clients, des cartes physiques ou virtuelles, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire à votre propre marque, c'est-à-dire au lieu de proposer à des clients des cartes d'une banque, comme vous pourriez le faire avec certaines d'entre elles, comme Manager One, à leur propre marque, ou comme d'autres, eh bien, vous allez proposer à vos clients d'utiliser des cartes de paiement à votre propre marque. Aujourd'hui, des acteurs bancaires, à travers des filiales, vous proposent un service qu'on appelle Banking as a Service et qui permet de proposer toutes sortes de services bancaires à vos clients, à votre propre marque, à votre propre tarif, avec tous vos critères, et vous construisez vos offres, et la banque vous fournit des services de paiement que vous intégrez complètement et que vous vous appropriez. Donc ça apporte une énorme valeur, c'est une énorme valeur en termes de périmètre d'offres, de proposition de valeur, puisque je suis un peu biaisé, mais le paiement, pour moi, c'est la mère de tous les services. C'est celle qui permet à l'économie de fonctionner. Sans paiement et sans encaissement, mais l'économie ne fonctionne pas. Et donc, à partir du moment où vous proposez ça à vos clients, c'est très puissant, c'est très fort. C'est très puissant, c'est très fort, mais c'est aussi dangereux. Il faut bien le faire, puisque si ça ne fonctionne pas, ça peut avoir des effets négatifs sur votre marque et sur votre relation client très, très important. Donc, il faut bien gérer ces projets-là. C'est complexe, c'est réglementé. C'est long, ça peut être coûteux, mais ça vaut vraiment le coup quand on le fait bien.
Voilà, vous avez des gains de productivité aussi à faire. Vous différenciez par l'offre en réduisant vos coûts, en apportant un meilleur service à moindre coût, puisque vous allez réduire vos frais de transaction, vous allez réduire les temps de traitement, plutôt que d'envoyer des fichiers vers la banque, vous allez tout gérer en interne et ça va vous permettre d'automatiser un grand nombre de choses, comme on le voit dans les nouveaux modèles que vous pourrez proposer. Vous allez pouvoir flécher des paiements entrants vers des IBAN virtuels, par exemple. On verra ça un petit peu plus tard. Ce qui permet bien des gains de productivité sur la réconciliation, d'automatiser du rapprochement. Vous allez pouvoir déclencher des paiements automatiquement en fonction d'un certain contexte, c'est-à-dire quand des conditions sont réunies, eh bien, vous pouvez déclencher un paiement d'une commission à un apporteur d'affaires ou à un affilié, etc. Là, pareil, des gros gains d'expérience client, d'expérience partenaire et des gains de productivité. Et puis, vous avez surtout un reporting en temps réel, puisque vous êtes maître de la donnée de paiement. Vous savez exactement en temps réel ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Et là, c'est pareil, ça vous permet de faire des gros gains d'efficacité, notamment en termes de gestion de la trésorerie. Voilà, donc ça, c'est tous les avantages que vous pouvez tirer de l'intégration de services de paiement dans vos opérations internes. Et pour faire tout ça, eh bien, on ne peut pas le faire n'importe comment, c'est réglementé. Il y a un cadre national qui est sous la responsabilité de l'ACPR, qui est le régulateur français sur tous les services de paiement, et puis un cadre supranational qui vient au-delà du cadre français, qui est un cadre européen, qui a un certain nombre de contraintes, mais aussi de nombreux avantages, puisque le cadre européen nous permet, avec des agréments français délivrés par la CPR, de les passeporter et de permettre de proposer vos services dans toute l'Europe. Euh, et donc, les partenaires de paiement qui ont des licences, dont on va voir le détail un petit peu plus tard dans la présentation, ils vont vous proposer des services que vous pourrez utiliser dans toute l'Europe parce qu'eux-mêmes auront fait passeporter leur licence dans toute l'Europe. Ça, c'est très important puisque ça vous permet d'élargir assez rapidement votre marché et le périmètre de votre offre. Voilà pour le cadre, je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus. Tout simplement, ce que je voudrais ajouter là sur ces points réglementaires, c'est que la CPR et les licences réglementées qu'elle octroie permettent de gérer 8 différentes familles de services. Les 2 premiers concernent les espèces, le dépôt d'espèces et le retrait d'espèces. Le 3 et le 4, ça concerne l'exécution d'opérations de paiement. Donc, les opérations de paiement, ça va être des virements, des opérations cartes ou des prélèvements, ou des opérations de wallet à wallet aussi, voilà, pour transférer de la monnaie électronique ou des tokens. Et ces éléments-là, ils sont différenciés. Il y en a qui sont juste pour les comptes, d'un compte vers un autre, et puis il y en a d'autres qui sont liés à des opérations de crédit. Donc voilà, ce sont différents services que différents acteurs vont pouvoir proposer avec des licences. Les licences, elles vous permettent de postuler pour un ou plusieurs de ces services au choix. Et à chaque fois, bien entendu, c'est réglementé, donc c'est plus de travail, c'est plus compliqué à faire. Donc les acteurs choisissent exactement ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes, en tant que banque, en tant qu'établissement de paiement ou de monnaie électronique, ou en tant que prestataire de services de paiement, mais aussi pour pouvoir vous les proposer si vous voulez vous-même vous les approprier et les intégrer, puisque beaucoup vous les proposent en marque blanche. Les autres services, donc il y a l'émission des instruments de paiement. Les instruments de paiement, ce sont donc des cartes, des chèques et des instruments qui vont permettre d'effectuer des paiements. Il y a l'acquisition des ordres de paiement. Donc là, ça concerne les prestataires de services de paiement, les PSP, qui vont vous permettre, par exemple, si vous avez un site marchand, de faire de l'acquisition de paiement de cartes. Ben, ils auront ce service numéro 5. Et puis après ça, on a aussi des services de transmission de fonds. Donc ça concerne vraiment les sociétés de gestion, d'autres sociétés réglementées. Et puis, l'initiation de paiement, ça, c'est des nouveaux services qui sont proposés qui permettent, depuis un compte, d'aller chercher de l'argent en demandant l'initiation d'un virement
à un autre compte. Et puis, il y a l'information sur les comptes. Ça permet de faire ça à travers ce qu'on appelle l'open banking. Vous avez certainement entendu parler de l'open banking, la DSP2. Ça vous permet de lier plusieurs comptes et avec vos autorisations et vos mots de passe, de pouvoir faire des mouvements de compte à compte d'une banque à une autre. Voilà pour les services qui sont réglementés, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez, à travers des opérateurs qui eux-mêmes ont des licences et qu'ils ont obtenues auprès de la CPR. Donc les agréments qui sont nécessaires pour opérer ces services ou pour vous les proposer en marque blanche, eh bien, il y en a quelques-uns. Les plus connus sont l'établissement de crédit, la banque de plein exercice. C'est le plus important, le plus difficile, coûteux à avoir, et le plus puissant aussi. Ensuite, il y a l'émetteur de monnaie électronique qui permet de faire du paiement et de la monnaie électronique. L'établissement de paiement permet de faire du paiement mais sans monnaie électronique. Et puis, il y a différents d'autres prestataires et d'autres licences qui permettent d'opérer les services qu'on a vus précédemment parmi les 8 services. Tout ça, ça peut être passeporté dans toute l'Europe et donc vous pouvez utiliser différents services qui vous seront proposés à des clients européens. Ça, c'est très avantageux. Vous, en tant que consommateur ou distributeur de ces différents services qui vont vous être proposés par des établissements réglementés, vous allez pouvoir distribuer ces services à votre marque, à votre nom, avec plus ou moins de prise en main des services dans le mode de distribution et dans vos parcours clients, dans vos interfaces. Vous allez soit devenir agent prestataire de services de paiement d'un établissement de crédit, établissement de monnaie électronique ou établissement de paiement. Vous allez devenir agent, ce qui veut dire en fait distributeur. Et là, ce sera à vos couleurs, à votre marque, à vos tarifs, etc. Vous achèterez ces services à un prix gros et vous allez les revendre, les repackager à un tarif de détail à vos clients. Un autre moyen de distribuer ces services, c'est de devenir mandataire en opération de banque et services de paiement. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu contraignant en termes de parcours client, de la façon dont vous proposez ces services aux autres, le wording de cette proposition et puis le nommage des boutons, etc. Si c'est du digital, vous allez être un petit peu plus soumis à des contraintes, à des règles, mais c'est à peu près la même chose. Ça vous permet de distribuer des services proposés par un établissement réglementé. Et puis aussi, vous pouvez rentrer dans un régime d'exemption qui se demande à la CPR et qui vous permet dans un cadre très précis et circonscrit, de proposer à des clients d'utiliser des services de paiement proposés par une entité réglementée sans nécessairement avoir une licence vous-même ou être enregistré comme distributeur, agent ou mandataire. Vous allez pouvoir demander une exemption et là, c'est si le périmètre de votre clientèle est connu, et a tous le même profil et est circonscrit, ou si si c'est pour votre propre consommation, encore une fois, dans un périmètre de produits et de clientèle donnée. Et là, c'est assez pratique dans certains cas. Ce sont des démarches administratives à faire, mais c'est faisable. Voilà pour le cadre réglementaire et le contexte dans lequel vous pouvez vous approprier, aller chercher des services et puis les distribuer ou les consommer vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat en bas à droite de votre fenêtre et je vous invite à me parler des projets sur lesquels vous travaillez, des questions que vous vous posez, des enjeux auxquels vous êtes confrontés. Et puis, si je peux y répondre directement en session, je le ferai. Et sinon, prenez rendez-vous avec moi et puis on essaiera de parler de tout ça en offline, en privé. Alors, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, vous allez me dire, mais quels services et comment les utiliser pour augmenter ma proposition de valeur, pour enrichir mon offre? Donc, on va voir ça en détail avec les services et à quoi ils peuvent vous servir. Ils vont vous servir à payer ou à vous faire payer. À payer, donc vous allez pouvoir émettre un virement SEPA, ce qu'on appelle un SEPA Credit Transfer en anglais, SCT, mais c'est tout simplement un virement SEPA. Le virement SEPA, il peut être instantané ou pas.
Et là, la réglementation européenne est en train d'imposer aux banques d'accélérer la mise en place des paiements instantanés dans toute l'Europe, avec des échéances assez proches à fin 2025. Et donc, c'est un gros chantier, puisque c'est pas simple, c'est pas anodin pour les banques de pouvoir proposer ça dans toute l'Europe. Mais ça va être très important et très puissant pour le monde du business, pour le B2B, mais pour le B2C aussi. Vous allez pouvoir recevoir un prélèvement, ce qui va vous imposer imposer à votre banque de payer un certain montant demandé par un mandat SEPA, et vous aurez fait cette autorisation par justement la signature d'un mandat SEPA. Ça, c'est le SDD, c'est le SEPA Direct Debit en anglais. C'est donc le prélèvement. Vous allez pouvoir recevoir une demande de virement qui a été initiée, on a vu, par un des 8 services dont j'ai parlé plus tôt, l'initiation de paiement. Et là, c'est quelque chose de très puissant, puisque vous allez, depuis un compte, depuis votre établissement, pouvoir demander à un autre compte de vous faire un virement. Donc, ce n'est pas un prélèvement que vous allez aller chercher, mais c'est une demande de virement qui peut être un virement SEPA classique en 24 heures ou un virement instantané en 10 secondes. Donc, vous allez formuler une demande à un autre établissement en disant, voilà, je veux que tu me fasses un virement pour tel montant, pour tel objet, sur tel compte. Et l'autre établissement, avec un oui-non de la part du client détenteur du compte titulaire, va pouvoir répondre oui ou non. Et si c'est oui, son établissement de paiement ou de crédit va devoir faire le virement, l'exécuter en instantané ou en classique instantanément. L'avantage de ça par rapport à un prélèvement, c'est que le prélèvement, il peut être répudié avec des délais plus ou moins longs si c'est du B2B ou du B2C. Et donc, vous pourriez recevoir un prélèvement et puis la personne pourrait décider de reprendre cet argent, ce qui est très pénalisant dans certains cas, notamment dans beaucoup de domaines, et dans le e-commerce en particulier, alors que le virement ne peut pas être répudié. Une fois que l'argent a été viré, on ne peut pas revenir en arrière. Ça a des avantages dans certains cas d'usage. Je vais accélérer un petit peu. Vous pouvez recevoir des liens de paiement, de demandes de paiement par carte. Donc, vous allez recevoir une demande de lien. C'est une petite fenêtre e-commerce qui va vous permettre de renseigner votre carte de paiement et de payer. Vous allez pouvoir émettre un transfert P2P pour payer quelqu'un. Le P2P, c'est de wallet à wallet. Et notamment, ça se fait souvent avec de la monnaie électronique. Et ça permet de façon instantanée et souvent gratuite de faire un transfert d'argent dans le même environnement de paiement. Donc, si vous avez par exemple 2 clients qui sont dans la même néobanque, moi je dirige une néobanque qui s'appelle Bibank, qui bancarise les populations d'outre-mer, les particuliers, eh bien, ils peuvent faire des transferts d'argent entre clients Bibank gratuitement, instantanément, autant qu'ils veulent, depuis leur application mobile. Vous allez recevoir une demande de paiement par carte. Bon, ben là, c'est pareil, hein, on en a parlé, c'est recevoir de liens de paiement. Et vous allez devoir payer. Et puis, vous pouvez émettre aussi une carte de paiement physique ou virtuelle à usage unique ou à usage multiple. Et ça va permettre à un salarié, par exemple, de payer pour le compte de l'entreprise pour un usage bien précis. Donc, la carte va lui être affectée en tant que porteur, elle sera plafonnée pour un certain montant, elle pourrait être, encore une fois, paramétrée avec plus de 50 paramètres qui permettent d'utiliser ces cartes pour des cas d'usage bien précis, avec un certain contrôle sur les dépenses et un reporting instantané, automatisé, puisque toute la donnée de paiement est chez vous et non pas à la banque. Voilà, pour se faire payer, c'est pareil, hein, vous allez pouvoir recevoir un virement, émettre un prélèvement, initier une demande de virement, émettre une petite fenêtre de paiement par carte, et puis recevoir un transfert P2P. Voilà pour tout ce que vous pouvez faire avec tous ces moyens de paiement. À quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça va permettre de répondre à 2 types de besoins. Il y a un besoin qui, en général, est plutôt B2B, qui peut être pour une consommation interne au sein d'une entreprise ou d'un groupe avec plusieurs filiales.
et qui va être la gestion des flux et l'optimisation des opérations de paiement en intragroupe, entre maisons mères filiales ou entre filiales, ou bien entre une entité et ses fournisseurs ou ses clients. Et donc là, vous allez pouvoir optimiser les flux entrants et sortants avec certains outils qui sont mis à votre disposition, comme notamment la possibilité d'utiliser des IBAN virtuels pour flécher des flux entrants vers un IBAN. Un IBAN, c'est quoi? C'est une adresse précise. Et une fois que vous savez que l'argent est arrivé à cette adresse, eh bien, en général, vous savez pourquoi c'est arrivé là. Et donc, vous pouvez faire vos rapprochements automatiques et vos réconciliations, et optimiser tous vos flux entrants. Ça vous permet donc, bien entendu, avec toute cette automatisation, de réduire vos coûts opérationnels de gestion des flux, puisque tout est rapproché automatiquement, tout est connu en temps réel. Et donc là, vous avez des gros gains de productivité à faire quand vous intégrez des services de paiement pour vos consommations internes ou bien pour mieux gérer vos flux externes, entrant-sortant. C'est une grosse partie de mon travail, ça. Je conseille beaucoup de compagnies d'assurance qui ont besoin de faire ça, qui ont des gros problèmes de rapprochement, de réconciliation. Il y a aussi des sociétés de gestion qui veulent mieux gérer les appels de fonds et le reporting pour les dépositaires et les flux sortants vers les dépositaires. Il y a toutes sortes de belles choses à faire, payer des commissions à des apporteurs d'affaires, des CGP qui auront apporté aux sociétés de gestion des investisseurs, etc., etc. Tout ça de manière accélérée, temps réel, grâce à l'intégration des services de paiement dans le système d'information de l'entreprise. Et puis, il y a un deuxième énorme, grosse famille de cas d'usage, et c'est de répondre à un besoin de distribuer, un besoin d'enrichir votre proposition de valeur avec des services de paiement. Donc là, ça va permettre d'émettre des cartes, ça va permettre à des clients d'effectuer des transactions de manière autonome sur votre site web à travers des applications mobiles. Ça va permettre d'accélérer les encaissements et les décaissements et donc d'améliorer l'expérience client. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes une place de marché ou autre, là, vous allez pouvoir gérer des flux entre clients-fournisseurs de façon beaucoup plus efficace, donc enrichir votre proposition de valeur. Vous aurez bien entendu une visibilité en temps réel sur la situation de tous ces comptes, de tous ces mouvements, et ça vous permettra de traiter des cas particuliers, des cas de rejet, des problèmes plus efficacement que si vous deviez aller consulter tout ça sur le site de votre banque. Ça vous permet aussi, on l'a vu, de renforcer votre image puisque le paiement, c'est quand même, et l'émission de carte, et quand vous avez votre marque sur une carte de paiement et que la personne utilise ça tous les jours, c'est puissant et ça renforce énormément votre image de marque. Donc il y a aussi des gains très très importants à faire en termes de place sur un marché. Voilà pour ces sujets, pour les opportunités qui peuvent se présenter en intégration des services de paiement. Et là, maintenant, je vais vous parler de cas d'usage bien précis sur qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi ça peut servir. Eh bien, le premier cas, le plus criant, c'est le paiement et l'encaissement des factures B2B. Donc là, ça peut être soit sur une plateforme de gestion de factures et de devis, soit un opérateur comme Penny Lane, comme Regat, comme Agicap, qui vous permettent de gérer votre pré-comptabilité, c'est-à-dire la comptabilisation des factures fournisseurs, leur mise en paiement, des workflows de validation, et puis aller jusqu'au paiement, ou bien l'encaissement de factures. L'encaissement de factures, il peut aussi être fait uniquement, et ces deux fonctions, paiement et encaissement, par une direction financière, une DAF qui est déjà outillée pour faire ça, à travers des ERP, des logiciels de pré-compta, de facturation. Donc là, le besoin, c'est de payer des fournisseurs par lot, à l'unité, avec des workflows de validation depuis un logiciel ou un outil de gestion. De faciliter le recouvrement des factures clients directement depuis les outils de gestion du service client ou du back-office de la direction financière.
ou bien même si c'est externalisé. Voilà, donc ça c'est le besoin. Les solutions, eh bien, vous deviendriez soit vous opérez en exemption, soit en mode agent ou mandataire, et vous pouvez faire ouvrir des comptes de paiement à vos clients B2B, si vous êtes une place de marché ou si vous êtes un logiciel de gestion de pré-comptabilité, par exemple. Et puis, une fois que vos clients ont ouvert des comptes, ce sera chez vous, chez l'établissement dont vous êtes mandataire ou agent. Vous allez pouvoir déclencher ou leur permettre de déclencher des paiements entrant, sortant directement depuis votre logiciel, depuis votre plateforme. Vous allez pouvoir automatiser tout ça aussi en fonction d'un certain contexte, un contexte de validation, contexte dans le temps. Vous allez pouvoir, à partir du moment où certains documents, certaines validations ont été faites, le paiement se fera automatiquement à une date précise si le contexte est réuni. Voilà, voilà. Ensuite, la solution, bien entendu, l'utilisation possible de services proposés par des prestataires d'information sur les comptes et d'initiation de paiement qui vont vous permettre de lier des comptes externes entre eux qui n'ont rien à voir et de pouvoir faire des mouvements entre ces comptes, même s'ils ne sont pas dans la même banque, de manière automatique et transparente. Transparente pour le client. Donc ça a énormément de bénéfices, tout ça. Vous allez pouvoir augmenter la proposition de valeur, vous allez pouvoir faire vos rapprochements automatiquement, énorme gain de productivité, meilleur contrôle sur la trésor, du temps réel, meilleure satisfaction client, satisfaction fournisseur aussi, et puis accélération des délais de recouvrement, ce qui est quand même clé pour une entreprise, et réduction des délais d'encaissement. Voilà, et puis bien entendu, on a parlé des gains de productivité au niveau de la DAF, au niveau du service client, au niveau du contrôle de gestion. Ça, c'est très important pour toutes les entreprises. Un autre cas d'usage intéressant sur lequel je travaille pas mal en ce moment avec certains clients et certains acteurs, c'est pour, par exemple, une entreprise qui fournit une police d'assurance pour les expatriés, de l'assurance médicale à l'autre bout du monde, dans 200 pays, dans plein de devises, 120 devises, et qui a besoin de faciliter les remboursements de soins sans que son client n'ait à avancer l'argent. Donc faire vraiment des paiements presque directement auprès des prestataires et des prestataires de santé, des médecins, des hôpitaux, sans que l'argent ne passe par le compte de l'assuré. Donc là, ça va permettre de flécher les paiements directement vers là où ils ont besoin d'aller. Je prends un exemple qui me fait rigoler, qui est typiquement, si vous avez un client expatrié assuré qui a une dent malade à l'autre bout du monde, si vous lui envoyez de l'argent sur son compte pour qu'il puisse aller se faire soigner sa dent qui peut parfois chiffrer en milliers d'euros, suivant les pays, eh bien, vous allez prendre le risque qu'il ne se fasse pas soigner cette dent et qu'il s'achète un écran plat magnifique pour regarder la coupe du monde qu'il passionne et il ne fera pas soigner sa dent et ça finira par rendre malade la dent voisine et il y aura 2 dents à soigner pour l'assureur par la suite. Donc gros problème. Et du coup, eh bien, si vous fléchez les paiements et vous les autorisez à travers l'émission d'une carte virtuelle que vous avez émise pour le soin, pour ce remboursement plafonné au bon montant, et qui peut être fléché vers le marchand en question ou vers un réseau de marchands connus, de prestataires connus, à travers l'utilisation de filtres qui vont filtrer les autorisations de dépenses et qui vont ne les permettre que chez certains marchands ou que chez certains types de prestataires. Là, vous allez pouvoir flécher les paiements, réduire ce risque de fraude à l'assurance avec détournement des fonds pour un autre usage. Vous allez avoir des gros gains de productivité, vous allez avoir une bien meilleure expérience client parce que le client n'aura pas à avancer l'argent. Il aura une carte virtuelle directement dans son smartphone et il pourra payer immédiatement, instantanément, à l'autre bout du monde, dans n'importe quelle devise, son soin médical. Donc là, gros gain aussi en termes d'image, en termes d'expérience, en termes voilà, vous avez d'énormes bénéfices à obtenir pour faire ça.
Donc ça peut être fait pour les soins médicaux, mais tout type de sinistre, ça peut être utilisé de plein de manières. La carte, elle permet aussi de fractionner un paiement. Ça vous permet aussi de proposer à votre client eh bien, un étalement des paiements, si vous vouliez, si l'argent devait transiter par une carte dont il est titulaire, etc. Il y a beaucoup de choses à faire sur les décaissements à distance à travers l'utilisation de cartes virtuelles. On l'a vu, hein, je vais passer rapidement sur le recouvrement, l'automatisation des rapprochements, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de faciliter le recouvrement des créances, de réduire les frais de transaction, d'automatiser tous ces rapprochements et d'automatiser le paiement des créances quand il faut décaisser. Et là, c'est pareil, on va pouvoir utiliser tout ce dont j'ai parlé précédemment, l'initiation de virements, l'open banking, pour aller chercher de l'argent qui vous est dû, comme ce sera une alternative au paiement carte, une alternative au prélèvement ou à la réception de chèques qui pose beaucoup de problèmes. L'envoi de liens de paiement, l'envoi de QR code pour payer par carte. Vous allez pouvoir ouvrir des comptes avec des IBAN virtuels et envoyer cette IBAN à un client de façon à ce qu'il fasse un virement directement sur cette IBAN et vous verrez instantanément que ça a bien été payé, que la créance est enfin payée. Ce qui améliorera votre service client et l'expérience pour éviter de relancer quelqu'un qui aurait déjà payé, et sans que vous le sachiez. Vous pouvez ouvrir des comptes et des sous-comptes, encore une fois, pour utiliser, pour faire des paiements sortants et après avoir une réconciliation automatique, instantanée de tous ces paiements sortants. Donc les bénéfices, on les a déjà vus, on en a déjà parlé, je vais passer là-dessus et passer à la slide suivante. Un petit récap sur tout ce qu'on vient de se dire. Comment recouvrer les créances, c'est un gros sujet pour toutes les entreprises. Vous avez le virement initié des SP2 ou le SEPA Request to Pay, qui est une nouvelle norme qui prend un peu de retard, mais qui devrait à l'avenir entrer en vigueur. Il y aura bientôt aussi d'autres moyens de payer instantanément autrement que par carte, avec des nouvelles réglementations qui vont entrer en vigueur et des nouvelles fonctionnalités. Vous avez l'envoi de liens de paiement par email, par SMS, par QR code, une petite page de paiement e-commerce que vous pouvez envoyer, une URL. Ça vous apporte un suivi en temps réel et puis vous pouvez intégrer tout cela dans vos ERP, dans vos factures, des QR codes de paiement dans la facture qui vont déclencher des virements. Vous avez bien entendu le prélèvement, le classique, et puis l'utilisation d'IBAN virtuel que vous pouvez envoyer pour vous faire payer à une adresse précise de façon à automatiser vos rapprochements. Voilà, tous ces avantages, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Donc, vous avez vu qu'il y avait pas mal de services, il y avait pas mal de différents acteurs qui ont différentes licences bancaires, différentes licences réglementées par la CPR, ce qu'on appelle des agréments, et tous ne font pas la même chose et ne vont pas vous proposer tous les mêmes services. Donc, il faut bien les connaître, il faut savoir, il faut connaître les services qu'ils vous proposent, étudier ça dans le détail, de façon à vérifier que ça corresponde bien à vos besoins. Donc ça, il faut creuser les sujets. C'est complexe, c'est un petit peu opaque, ils sont difficiles à trouver, tous ces partenaires, tous ces prestataires. Et puis, ils ne proposent pas tous les mêmes services. Ils n'ont pas tous les mêmes ressources à votre disposition, ressources humaines ou ressources techniques. Ils n'ont pas tous les mêmes outils en termes d'API, en termes de sandbox, en termes de support pour vous aider dans votre évaluation de leur offre de service ou bien dans l'intégration quand vous avez décidé de les contractualiser avec eux. Voilà. Et puis, ils n'ont pas tous les mêmes modèles économiques ni les mêmes contrats. Et il y en a qui sont plus ou moins avantageux, plus ou moins contraignants. Vous avez des grandes disparités. Certains vous facturent les services à l'acte,
l'ouverture de compte, l'émission d'une carte, la transaction, la tenue de compte, et puis d'autres, ils vous facturent finalement rien de tout ça, et ils se rémunèrent autrement. S'ils font de la carte, ils vont pouvoir se rémunérer sur les commissions d'interchange. Donc voilà, il y a une énorme, il y a une pléthore de différents modèles économiques qui sont pratiqués, qui vous sont proposés. Et ça peut faire une grosse différence sur les services que vous repackagez, distribuez à vos clients ou que vous consommez vous-même. Ça peut à long terme, puisque ce sont des services assez structurants que vous mettez en place en interne ou que vous distribuez. Et une fois que vous les avez mis en place, c'est compliqué de les retirer ou de les changer. Donc finalement, la négociation des termes du contrat et la négociation du modèle économique auquel vous allez être confronté à long terme est très très importante et peut être très impactante pour votre entreprise. Donc c'est là où une bonne connaissance experte de ces marchés et de ces acteurs apporte beaucoup de valeur pour sécuriser votre projet d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue financier, et puis d'un point de vue aussi délai. Euh, voilà. Un tel projet, on en a parlé, vous avez vu, c'est réglementé, c'est complexe, ça peut être assez long. Je vais vous maintenant aborder le sujet de comment ça se déroule, et puis j'essaierai de garder un peu de temps pour vos questions. Je vois pas beaucoup de questions dans le chat, hein, donc je vous invite encore une fois à venir m'en parler. Donc c'est un projet technique, complexe, classique, avec 4 phases très importantes. Une phase de cadrage, donc savoir ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire. Il y a du cadrage stratégique en amont sur lequel j'interviens régulièrement avec mes clients pour euh, imaginer des axes de transformation digitale, des axes d'innovation avec vous en fonction de ce que vous faites déjà, de ce que vous proposez déjà, et de comment c'est fait aussi en interne. Et ensuite, imaginer ce qu'on pourrait faire de mieux, ce qu'on pourrait faire de plus innovant. Il y a bien entendu ensuite un cadrage de l'offre elle-même, euh, exactement ce qu'on propose, à quel prix, voilà, le cadrage prix euh, de ce que vous allez distribuer, prix de marché, où est-ce que ça s'inscrit sur un marché. Euh, il y a bien entendu l'impact sur tous les métiers en interne, les métiers de l'entreprise. Donc ça aussi, il faut bien le prendre en compte dès le départ. Ça peut faire le succès ou l'échec d'un projet. Il y a bien entendu la modélisation financière, hein, dans quoi vous vous lancez, combien ça va vous coûter, combien ça peut vous rapporter en termes de gains de productivité ou en termes de revenus si vous les distribuez. Tout ça, ça se dessine, ce sont des schémas de flux, et puis c'est très important puisque ça fera partie d'un dossier qu'on soumettra à la CPR pour l'obtention de votre agrément d'agent, de mandataire, ou bien dans le cadre d'une exemption. Ensuite, une fois que vous avez bien défini votre besoin et spécifié tout ça, il va falloir sélectionner le bon partenaire. Il y en a beaucoup. Ils ont tous des spécificités. Ils sont plus ou moins sur des niches, où ils ont des offres larges. Euh, et encore une fois, il y a des grosses différences de modèles économiques, il y a des grosses différences de modèles opérationnels. Euh, et il faut les connaître. En général, quand je fais des recherches de partenaires, je peux aller consulter jusqu'à une quinzaine de prestataires dans toute l'Europe. Parfois, si les besoins sont compliqués, par exemple, si c'est des besoins de change pour du multi-devise, sur des zones géographiques particulières, pour des typologies de clients particuliers, là, on peut aller chercher des partenaires un peu dans le monde entier. Euh, voilà, et ça peut être des cas plus simples aussi, où il n'y a que quelques partenaires, c'est pour la France, et c'est assez classique. Voilà, donc pour dégrossir et pour bien faire le tri dans toutes ces offres réglementées, le mieux, c'est quand même de constituer une équipe d'experts. Donc, soit vous les avez en interne, soit il faut aller les chercher en externe avec des product owners paiement, des chefs de projet qui connaissent les sujets de paiement, qui connaissent la réglementation et qui connaissent les partenaires et les prestataires avec qui vous allez contractualiser
dont vous allez intégrer les services dans votre offre. Il faut les connaître parce qu'ils sont, voilà, il y a différents niveaux de complexité et de facilité. Il faut qu'ils aient une taille compatible avec la vôtre. Il y a toutes sortes de choses à savoir. Il y en a des plus ou moins bons d'ailleurs, hein, qui fournissent des plus ou moins bons services aussi. Et il ne faut pas se faire piéger parce encore une fois, que vous avez choisi un partenaire, c'est très structurant. Et puis après, c'est un pilotage de projet classique. Si vous pouvez passer par un POC, si vous êtes en exemption pas réglementée ou si c'est possible, on peut parfois en parler à la CPR aussi. On peut faire des petites études d'impact très importantes, impact sur votre organisation interne, conduite du changement qui va être nécessaire puisque ça risque d'impacter beaucoup de vos opérations et beaucoup de la façon dont vos salariés travaillent. Voilà pour la conduite des projets. Et puis, enfin, combien de temps ça prend? En général, un projet d'une complexité moyenne prend 6 mois, avec 3 grosses phases. Une phase de consultation et de cadrage, une phase de construction du projet, ce qu'on appelle le build, où là, c'est la mise en œuvre avec plusieurs chantiers en parallèle. Il y a un chantier contractuel et juridique qui est très important en général, avec tout ce qui est CGU, CGV, mais aussi mandat d'agent, contrat de prestation. Il y a en général une demande d'agrément qui est faite si vous êtes agent, si vous êtes MO, BSP, bien là, ça va être un enregistrement à l'ARIAS, plus simple, plus rapide. Il y a bien entendu l'intégration de tous ces services qui se fait en général par API ou à travers des interfaces customisées à vos couleurs que vous intégrez dans vos propres interfaces. Et puis, le design de vos cartes, s'il y a des cartes de paiement, qui peut prendre un certain temps, l'homologation de ces designs par Visa ou Mastercard ou autre. Et puis, après l'homologation, si vous faites du paiement mobile par Apple Pay et Google Pay. Et puis, il y a la définition du plan de test, parce que tous ces services, comme c'est très impactant, très structurant, il faut bien les tester avant de les lancer. Et les plans de test, en général, aboutissent à des homologations par votre partenaire prestataire réglementé et par, très souvent, Visa, Apple aussi. Et puis, il y a ensuite toute la conduite du changement qu'il ne faut pas négliger, qui est très, très importante, avec un plan de formation, un plan de conduite du changement qu'il faut ensuite mettre en œuvre avant le lancement et qui se poursuivra après certainement, sans parler de la communication et du marketing. Ça se planifie avant et ça se déroule après, mais c'est très important aussi. Donc moi, avec mes équipes de consultants, on intervient sur tous ces sujets, sur les 4 phases et parfois après le lancement aussi, après le lancement des nouvelles offres. Combien ça coûte? Eh bien, la phase de cadrage, en général, si vous vous faites accompagner par des consultants, par des juristes ou par des designers, vous allez avoir entre 30 000 et 100 000 euros d'investissement suivant la complexité de votre projet, suivant ce que vous faites, si vous passez par des grosses agences, des petites agences, etc., des indépendants. Vous allez ensuite entrer dans une phase de 4 mois, 3 à 4 mois, qui va être la phase de build, où là, vous allez continuer à faire appel à du conseil, des spécialistes du paiement, puisque vos développeurs vont rencontrer des obstacles dans l'intégration des services, dans les parcours clients, et vous devrez avoir une expertise pour vous accompagner pendant cette phase-là, pour répondre aux demandes et aux obligations qui vous seront imposées par votre partenaire paiement. Vous avez l'accompagnement par les PSP. En général, il y a des frais de setup qui vous sont facturés par vos prestataires de services de paiement ou établissements de crédit, établissements de paiement. Il y a toute la phase d'intégration. Alors là, soit vous faites appel à vos propres développeurs, mais enfin, il faut quand même les payer, ça a un coût. Si c'est des salariés, soit vous faites appel à des équipes externes. Et là, c'est pareil aussi, je fournis des product owners et des développeurs qui interviennent en mode commando dans vos équipes, à côté de vos équipes de dev et vos équipes IT qui, en général, ont une roadmap assez chargée déjà sur 1 an, 2 ans. Et donc là, on peut monter un commando qui va délivrer tout ça, intégrer tous les services de paiement,
pendant les 6 mois du projet. Donc ça, c'est aussi possible. Vous pouvez l'externaliser et puis cette équipe travaillera de concert avec toutes vos équipes internes. Et là, bah, on peut en parler si vous avez ce type de besoin. Voilà, vous avez toutes vos interfaces à construire, vous avez toute la partie conformité juridique qu'il faut mettre en œuvre, tant pour le RGPD que pour la partie CGU, CGV, toute la cybersécurité liée au paiement, puisque à partir du moment où vous fournissez ou vous consommez, où il y a des flux financiers importants qui passent chez vous, vous allez forcément être soumis à des attaques. Et donc, il faut planifier, le prendre en compte et il faut sécuriser tout ce projet. Et puis après, bah, le lancement, là, ça dépend de vous. Ça dépend si c'est du B2B, du B2C. Les grosses campagnes, les petites campagnes, c'est vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire pour lancer cette nouvelle offre enrichie par des services de paiement. Voilà pour les coûts. Et comment est-ce que je peux vous aider, vous accompagner sur ces sujets? Eh bien, depuis la conception, le cadrage stratégique de votre offre, la définition des besoins, leur expression, et puis la planification de l'impact interne, de la conduite du changement. Ensuite, toute la phase de build, où là, je peux faire intervenir des experts, des product owners paiement, monétique, pour les sujets cartes, qui vont venir renforcer vos équipes et piloter cette partie-là des projets. En général, cette partie s'inscrit dans un projet un peu plus vaste. Et là, product owner et développeurs peuvent être mis en place pour vous aider, pour vous accompagner, pour faire réaliser le projet. Et puis enfin, sur la mise en marché, pareil, il y a des ressources externes très spécialisées sur ces sujets cartes, ces sujets paiement, qui savent exactement comment marketer ces offres, à quel prix. Et là, c'est pareil, je travaille avec des consultants indépendants spécialisés qui font ça depuis 10, 15, 20 ans et qui connaissent très très bien ces marchés, qui peuvent vous accompagner à mes côtés pour réaliser vos projets et lancer vos nouveaux services, vos nouvelles offres. Donc voilà, on a terminé. Il reste 3 minutes pour vos questions. Je sais que c'est pas beaucoup, mais je vois pas beaucoup de questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire part de vos projets, à me faire part de vos besoins, des enjeux auxquels vous êtes confrontés. Tout de suite, j'y répondrai si je le peux. Ou sinon, en prenant rendez-vous, ou vous avez mes coordonnées aussi par email, par téléphone. N'hésitez pas à me contacter si vous pensez que je peux vous aider. Je profite du temps qui nous reste, des 3 minutes, pour vous parler d'une partie de mon métier. J'ai décidé de donner plus de sens à mon métier il y a quelques années, en me disant, bah, si plus tard mes petits-enfants me demandent qu'est-ce que tu as fait, je dirais, ben, moi j'ai juste permis d'accélérer, de fluidifier des paiements. Ah, génial, grand-père, super, passionnant. En fait, je ne sais pas si ça va les passionner et puis ils trouveront peut-être que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup d'impact. Et donc, en me disant ça, je me suis dit que j'allais essayer de donner un peu plus d'intérêt et d'impact à mon métier à travers, en essayant justement de m'engager vers des causes un peu plus importantes que juste accélérer les paiements. Et donc, j'ai créé d'une part une entreprise qui s'appelle Bibunk, qui est une entreprise à impact, une fintech à impact, dont la raison d'être est de favoriser l'inclusion financière, l'inclusion bancaire, le bien-être financier des membres des populations d'outre-mer. Et donc, ils bancarisent les gens qui sont exclus du système bancaire en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie française. On a lancé l'offre il y a 2 ans, en août, un peu moins de 2 ans, en août 2022. Pardon, oui, c'est ça. Et on est rentable depuis le début de l'année, depuis fin 2023, là, avec un peu plus de 8000 clients sur ces territoires. Et donc, je suis fier de ça parce que voilà, ça a un impact local, un impact social très important. La non-bancarisation, mais ça crée d'énormes problèmes politiques sur ces territoires et des problèmes sociaux. Et donc, on essaie de résoudre ça. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est un événement sportif et caritatif que j'ai créé qui s'appelle la FinTech Cup. Et la FinTech Cup, c'est une régate. Vous voyez les images derrière moi de bateaux. C'était des bateaux en 2023, en octobre 2023 pour la première édition. Je crée la deuxième édition en septembre 2024,
vous pouvez aller consulter le site fintechcup.org. La FinTech Cup, c'est la régate des FinTech européennes. C'est une régate engagée, c'est un événement sportif et caritatif, puisque 100 € par personne, donc à peu près 10% du budget de l'événement est reversé à l'Institut du cerveau pour la recherche médicale pour la maladie de Charcot, en soutien au parrain de l'événement qui s'appelle Olivier Goy, que je vous encourage à étudier et à suivre sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, puisque c'est un homme merveilleux qui est malade de la maladie de Charcot et qui passe ses dernières années de vie en bonne santé, enfin en relative bonne santé, il est encore vivant, en tout cas, à lever de l'argent pour, non pas pour lui, mais pour les malades qui le suivront, pour la recherche médicale qui prend du temps. Et c'est un homme merveilleux, j'ai décidé d'aider et d'accompagner en créant cet événement sportif pour lever de l'argent pour l'accompagner. Et puis, j'aide aussi une deuxième cause qui aide les femmes malades du cancer, une association qui s'appelle Mon Bonnet Rose, que je soutiens aussi à travers l'événement. Donc, regardez ce site, parlez-en autour de vous. Je cherche, il reste quelques bateaux pour pouvoir s'inscrire, participer à la régate en tant que FinTech, mais aussi en tant que partenaire. Ça peut vous intéresser de devenir partenaire de l'événement. Parlez-en autour de vous, c'est important. Il faut créer de l'engagement dans l'univers des FinTech qui, aujourd'hui, n'affiche aucune vitrine pour de l'engagement, qui ne propose aucun événement sportif ni caritatif, une façon de s'engager vers des valeurs autres que l'argent. Et c'est très dommage, je trouve. Donc la FinTech Cup, c'est le seul en Europe, à ma connaissance, qui fait ça. Et donc, je cherche le soutien de tout l'écosystème et de tous les gens de près ou de loin que ça pourrait intéresser. Allez voir fintechcup.org et puis contactez-moi à ce sujet si ça vous intéresse de faire du team building, de venir vous, dans une compétition amicale, vous mesurer à des fintech concurrentes, ou bien tout simplement de soutenir ces causes et de s'engager dans l'écosystème auprès des salariés des entreprises qui participent. Voilà, ben on a fini, on est un petit peu en retard. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps. C'était super de vous retrouver. Prochain webinaire le 14 mai, juste après les ponts, sur des sujets similaires à celui-là. J'essaie de répéter un peu ces webinaires et les sujets pour que les gens qui vont rater une fois puissent revenir une autre fois, mais d'alterner quand même. Le prochain sujet sera peut-être focalisé sur l'assurance, on verra, et la transformation digitale des assureurs. Suivez-moi sur LinkedIn et renseignez-vous avec ma newsletter à laquelle vous pouvez souscrire sur mon profil LinkedIn pour en savoir plus et pour connaître le thème du prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Marc, merci tout le monde, Jonathan, d'avoir assisté à ce webinaire, de m'avoir écouté. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de semaine. On n'est pas encore à la fin, on n'est qu'au début, mais en tout cas, bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.